Bonjour, ici Marianne Hogan et bienvenue à En route vers Western States. Mesdames, messieurs, votre gagnant, c'est 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km. Barres protéinées, barres caféinées, gaufres, drink mix, poudre protéinée, la gamme de produits NAC s'en vient tellement complète qu'avec ça, t'as un arsenal complet pour ton prochain grand défi. Puis surtout pour avant, pendant, puis après les entraînements qui vont t'amener jusque-là. Tout ça, ça se trouve à un seul endroit sur le nacbar.com. Puis parce que NAC est un partenaire du podcast, il t'offre 15% de rabais sur ta première commande en ligne. Tu vas sur leur site web, tu remplis ton panier, puis tant qu'à être là, tu visites la section de l'équipement puis tu choisis du Trail Swag, puis rendu au moment de payer, tu rentres le code promo pas sorti du bois. PASSORTITUBOIS. Merci Will, Min et toute l'équipe de NAC et bon épisode. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Pas sorti du bois avec un visage et une voix connus que vous connaissez, que vous avez entendu. On a fait le calcul, c'est le 9e passage de Marianne Hogan à Pas sorti du bois. Je pense que rendu là, c'est plus une carte chouchou, c'est plus un invité chouchou, c'est quasiment de la co-animation cette affaire-là. Faudrait que je vienne pour co-animer un de tes épisodes, puis là, j'aurais vraiment le titre officiel. Ouais, je pense qu'il va falloir regarder ça. Il y a Anne Bouchard qui en a animé un, fait que là, on verra. Dans tous les cas, je pense que les gens sont hyper contents de t'entendre. Moi, je suis hyper content de te recevoir. La dernière fois qu'on s'est parlé, on était début septembre, on était à Arikana sur le bord du feu. Puis à ce moment-là, on a teasé, est-ce qu'on reprend, est-ce qu'on continue là, en route vers l'an prochain, blablabla. Puis c'est comme resté en suspens dans l'épisode, puis c'était à la bonne franquette. Puis moi, par après, j'ai reçu plein de messages. Puis moi, je l'avais en tête, je me disais, si Marianne est partante, on s'en était parlé un peu off-mic. Si on est partant, je pense que ça devient de quoi d'intéressant de suivre une athlète justement comme ça dans une progression dans toutes les phases de la saison, nécessairement dans les hauts, les bas, mais avoir la réaction des gens, je pense qu'on devait le faire. Là. C'était inévitable. Les gens sont pas tannés après 9 épisodes, je te rassure. Au contraire, je pense que les gens en redemandent. Fait que, on l'a entendu en intro, en route vers Western State. Ça semble être toujours le plan. Ouais, ben j'espère. J'espère que mon corps va avoir bien récupéré d'ici là. Mais ouais, j'ai hâte. Là, en fait, je suis super motivée de reprendre l'entraînement puis de me reconsacrer à, en fait, des objectifs similaires à 2022, mais avec une marge de plus, je pense. Une connaissance de ces deux courses-là. Puis j'ai le goût de t'amener directement sur ce sujet-là avant qu'on dise qu'est-ce qu'on voit, mais le fait de les connaître, ces deux courses-là. L'année passée, je me rappelle, on en parlait, tu te lançais un peu pas dans l'inconnu parce que tu les avais parcourus en entraînement, mais c'était quand même tes deux premiers 100 000, des courses que tu n'avais jamais faites auparavant. Là, de les connaître, est-ce que tu penses que c'est un avantage, c'est un inconvénient, ça ne change rien? Ben, c'est sûr que je trouve que c'est un avantage là, pour plusieurs raisons. Je pense que ben, notamment, tu as la connaissance du parcours, la connaissance un peu des paramètres, mais aussi la confiance en soi. Je pense que quand tu fais quelque chose, la première fois que tu le fais, tu as toujours un peu des doutes. C'est sûr que l'année passée, je me lançais sur la Western States. C'était mon premier 100 miles, donc j'avais aucune idée là, comment mon corps réagirait. Et puis là, ben, j'en ai fait deux en 2 mois, puis je me sens assez confiante là, de retourner puis essayer de faire mieux à la Western States et l'UTMB d'ailleurs. Mais l'idée, c'est plus de se dire que les expériences que j'ai acquises vont m'aider d'un point de vue mental, mais vont aussi m'aider d'un point de vue logistique parce que c'est sûr que je vais mieux savoir là, exactement où est-ce que je devrais courir, où est-ce que je devrais pousser la machine, où est-ce que je devrais relaxer. C'est sûr que la stratégie de course devient plus claire là, à mes yeux là, pour la deuxième année, ça, il n'y a aucun doute. Ah, intéressant. Qu'est-ce que tu bois de ton côté aujourd'hui? Ben, moi, je bois une bière de gingembre. Donc, c'est une bière sans alcool parce que je m'en vais faire du yoga. Je suis présentement au Colorado, puis c'est la priorité numéro 1 de mon passage ici, c'est le yoga dans les studios que j'adore. Excellent. Écoute, je va falloir qu'on en parle parce qu'on en parlait tantôt. On tombe en off-season, on tombe dans la période de l'année où les gens, peut-être leur saison s'est terminée, ils ont une dernière course, dernier gros objectif, peu importe ce que c'est, peu importe si c'est dans une course organisée ou pas. Puis là, bon, il y a l'hiver qui s'en vient. C'est le fun de pouvoir aborder autre chose que la course. La course, là, tu parlais du yoga au Colorado, on en jasera. Moi, je peux juste simplement présenter ma petite bière du Noctem. C'est mon partenaire. Mon partenaire depuis quelques épisodes. Je suis tellement content. Écoute, j'ai des belles bières du Noctem à découvrir. Ils n'en vendent pas
beaucoup en dehors de la région de Québec, si je ne me trompe pas. Mais c'est à découvrir. Si vous passez par Québec, que ce soit dans leur microbrasserie, que ce soit dans les dépanneurs, il y en a, mais sont vraiment bonnes. Puis ils ont toutes des petits chats, ça. Ouais, Les canettes. Aujourd'hui, c'est ils sont faciles à reconnaître. La nuit, une New England IPA. New England PA. Ça m'a l'air NEPA. d'avoir une très belle couleur. Oui, exactement. On le voit. Hein? Magnifique. Cheers à toi, Marianne. Merci d'être là. Cheers! Ben ouais, merci de m'avoir. Je fais pas des saisons dans mon podcast. Il y a des gens qui séparent leur contenu en saison 1, saison 2. Moi, ça fait 2 ans, puis je sors à peu près à chaque semaine. Fait que où c'est je trace la ligne entre la saison 1 et la saison 2, je ne sais pas, mais je pense que c'est la saison 2 du En route. Parce que là, c'était rendu jusqu'à Western, jusqu'à l'UTMB, on en reparlait après. Là, bon, on part cette nouvelle saison-là de En route. Puis on va partir avec peut-être un autre sujet que la course elle-même, parce que tu es en retour de blessure depuis l'UTMB. On en avait parlé en masse au dernier épisode ensemble. Tu es en off-season, je suppose aussi un peu, et tu es à Boulder, tu vas faire du yoga, plein de sujets à parler. Puis vous le savez, les En route vers Western State, il y avait toujours une thématique par épisode. Aujourd'hui, ça sera le blessure / off-season, saison morte en français. Parle-moi de comment ça va côté corps depuis Arikana, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé où tu étais assez amoché de ce post-UTMB-là. Ouais. Ben, écoute, je pense que j'ai été stratégique dans ma blessure. J'ai choisi de me blesser là, à la toute fin de ma saison. Fait que j'ai au moins ça de gagner. Ben oui. Au moins, ma récupération de blessure est alignée avec ma récupération, donc mon off-season, comme on dit. Moi, le off-season, je fais ça vraiment de façon religieuse là, depuis que je suis tout petite. En fait, là, depuis que je fais du triathlon, tous les fins de saison, moi, je trouve ça super important d'avoir une coupure. Et puis souvent, on ne réalise pas qu'on a besoin de la coupure tant aussi longtemps qu'on ne la fait pas. Donc, souvent, on se dit que c'est la dernière course, mais tu te sens encore. Des fois, ça va arriver que tu es encore motivé, tu veux continuer. Mais vraiment, là, c'est quand tu vas prendre 2, 3 jours off que tu réalises là, comme wow, non, en fait, je suis vraiment fatiguée puis mon corps en a besoin. Donc, en premier lieu, je trouve que le corps a définitivement besoin d'une certaine récupération, mais en deuxième lieu, je trouve que aussi pour l'esprit, je trouve ça super important de faire en sorte que tu t'ennuies de quelque chose pour que tu puisses vouloir le refaire, puis que tu en aies vraiment envie, puis que tu veuilles revenir. Dans mon cas, c'est sûr que là, j'ai vraiment un off-season un peu prolongé là, parce que je serais revenue plus rapidement que ça. Ça va faire, en fait, samedi, ça va faire 8 semaines là, depuis l'UTMB. Donc, évidemment que je n'aurais pas pris 8 semaines en temps normal, mais quand même, là, pour tout le monde qui s'inquiète un peu là, de leur off-season puis qui ont peur d'être out of shape ou quoi que ce soit, moi, je vous dis que pendant 3, 4 semaines là, après l'UTMB, j'ai rien fait. Là, j'ai, j'ai fait beaucoup de social, j'ai fait tout sauf du sport, puis ça m'a fait beaucoup de bien. Puis après ces 4 semaines-là, c'est là que j'ai commencé à réintégrer un peu du sport dans ma vie. Mais c'est certain que malheureusement, la course n'était pas une option et n'est toujours pas une option actuelle. Saison morte forcée un peu par la blessure, mais saison morte que tu aurais prise de toute façon. Tu es aussi coach, là. On parle beaucoup de Marianne, l'athlète, mais tu es coach. C'est quoi que tu parles avec tes athlètes, que tu recommandes, que tu mets à l'horaire une fois la dernière course ou le dernier événement ou le dernier objectif de l'année accompli? Oui, mais moi, je mets toujours 2 semaines. Puis souvent, en fait, je comprends aussi que la vie de chacun fait en sorte que des fois, ce n'est pas l'idéal de l'avoir tout de suite après la course, après ta dernière course. Fait que ce que je dis, c'est d'ici le mois de décembre, janvier, planifie-toi 2 semaines où tu as peut-être une vie sociale plus chargée, ou tu as des grosses semaines de travail. Où est-ce que tu serais capable de prendre vraiment 2 semaines complètement off? Puis encore une fois, c'est pour autant la tête que le corps. Et puis, ce que je trouve drôle, c'est que le feedback que je reçois, en fait, au début, j'ai beaucoup de pushback. Mes athlètes qui me disent non, non, je ne veux pas. Puis là, quand j'insiste un peu, là, ils disent OK, oui, ils le font. Puis au bout de 3 jours, là, ils me disent wow, en fait, j'étais vraiment fatiguée. Puis je vois ça chez pratiquement tous mes athlètes. Là, je trouve ça vraiment drôle, en fait, comment on a tous ça. C'est quand on relâche, on est sur une corde tissée serrée un peu, en quelque sorte. Puis là, quand on la relâche, c'est là que tu réalises comme wow, je suis vraiment fatiguée, puis ça prouve que ton corps en a vraiment besoin. Puis je pense que c'est bon, je pense que c'est bon de déconnecter un peu de l'environnement de la course à pied, puis de voir un peu quelles sont les autres choses que tu peux faire ou profiter de la vie un peu plus.
Ouais, puis tu sais, on récupère, puis il y a moyen de faire de la récupération active. Tu sais, en pleine saison de course, tu finis une course, tu en as une prochaine dans 2 mois ou peu importe. On va peut-être prendre quelques semaines à plus basse intensité ou peut-être moins de séances d'intervalle. C'est pas là qu'on va aller chercher nos plus gros volumes. Je veux dire, la semaine, les 2 semaines post-événement, c'est peut-être pas le meilleur moment pour faire vos records de volume kilométrique dans la semaine. Je pense qu'il y a ces récup actives-là, mais ça reste qu'il y a une activité, il y a un mouvement qui se fait. La course demeure là, mais c'est particulier quand on arrête drastiquement, complètement pendant une période. Moi, j'en ressors de ça. Tu sais, je me suis donné un genre de 6 semaines depuis Arikana, vraiment plus tranquille, dans le sens où j'ai couru, mais comme bon me semblait. Puis si une journée, c'était dur à squeezer dans l'horaire, ben, je ne le faisais pas, alors que d'habitude, je vais toujours trouver le moment de squeezer l'entraînement qui était prévu. Mais là, je ressors de vraiment 10 jours arrêté complet. J'étais en voyage, puis je me suis obligé parce que je me connais. Si j'avais traîné du stock de course, je serais allé courir. J'étais à Londres, en Grande-Bretagne. C'est sûr, je serais parti courir. Je suis parti, carry on, rien. Une paire d'espadrilles d'un pied parce que c'est ce que je porte, mais aucun linge de course. C'est que j'avais même pas l'option. Puis ça a fait vraiment du bien. Et étant en voyage, comme tu dis, tu recommandais let's go, activité sociale pour s'occuper, ben, ça a été ça aussi. Je n'ai pas pensé à la course, mais quand j'ai repris, ben là, il y avait ce sentiment-là, ce manque-là à combler. Puis c'est le fun des fois de s'ennuyer de quelque chose qu'on aime. Puis même si pendant, tu étais assez tough, je suis en train de perdre des capacités, c'est pas en une semaine, c'est pas en 2 semaines. Puis peut-être que je me trompe, mais c'est pas en 6 semaines d'arrêt qu'on perd puis on retombe à zéro. Puis il faut recommencer à faire de l'intervalle marche-course si vous étiez en train de vous entraîner pour un marathon. Là, je veux dire, il n'y a pas une pause comme ça qui va réellement affecter à ce point-là. Il va y avoir un retour, je suppose. Toi, en tant que coach ou même en tant qu'athlète, tu l'expérimentais avec toi-même, Ouais. c'est quoi la période tu sais, qu'on peut se dire, je suis vraiment arrêté ou je reprends de la petite course tranquillement, mais le moment avant de reprendre un réel débit d'entraînement comme dans une saison forte, c'est quoi le temps qu'on peut arrêter comme ça pour récupérer sans sentir qu'on perd des capacités? Ben, je pense que dans tous les cas, les gens vont perdre des capacités de façon différente. Tu sais, je pense que c'est très individuel puis qu'on ne devrait pas justement généraliser pour tous. Puis même que j'oserais dire que ça ne dérange pas si on perd des capacités. Là. Tu sais, moi, c'est sûr que je suis moins en shape que je l'étais il y a 8 semaines. Puis je veux dire, c'est normal. Puis en quelque sorte, c'est bon parce que mon corps récupère. Donc, tu sais, je m'utilise en exemple parce que je trouve que ça pourrait être un bon parallèle. Mais mon point, c'est juste qu'il y en a, tu sais, il y en a pour qui, de la même façon qu'il y en a qui vont requérir 80 kilos par semaine pour être top shape, il y en a qui vont requérir 160. Donc, tu ne peux pas vraiment évaluer comment est-ce que quelqu'un se désentraîne versus comment quelqu'un s'entraîne. Mais l'idée, c'est juste qu'il faut vraiment qu'on comprenne que on regarde des objectifs qui sont vraiment plus dans le long terme. Donc, c'est sûr que là, si on prend, mettons, comme toi, si tu prends 6 semaines de repos, évidemment, dans un futur assez court, assez rapproché, je m'attends à ce que quand tu vas courir dans 1 ou 2 semaines, tu ne te sentes pas au top de ta shape. Mais dans 6 mois, dans 8 mois, ça va payer parce que ton corps va s'être reposé quand tu vas avoir eu besoin que ton corps se repose. Et puis, tu vas être prêt à pousser la machine dans 8 mois versus si tu ne prends pas de repos, tu continues, tu pousses, bien, dans 8 mois, écoute, ça se peut que vraiment là, ton corps soit vraiment plus fatigué que tu le sentes. Puis, c'est là que ça va exploser, puis c'est là que tu en as besoin. Donc, je pense que c'est là qu'il faut qu'on décroche un peu le. Tu sais, c'est pas grave, là. En fait, c'est pas grave si t'es pas top shape. Tu ne peux pas être top shape. En fait, si tu as l'impression que tu peux être top shape 365 jours par année, c'est que tu n'as pas rejoint ta capacité maximale. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, il faut juste relativiser la chose et se dire, OK, oui, ça va me prendre 2, 4 semaines pour que je me ressente bien, mais ça vaut la peine pour le long terme. Puis, je donne un petit coup maintenant pour que ça paye plus tard. Ouais, c'est un investissement au final qui, oui, il y a une perte de capacité à court terme, puis de VO2 max ou peu importe qu'est-ce qui peut se perdre chez. Ça dépend des gens. Moi, je le sais, quand j'ai repris en fin de semaine, je suis allé à Stoneham accompagné. Je pensais faire quelques lots, puis c'était un peu moins que prévu, avec Julien Yamba qui faisait un demi-Everesting. Donc, Ouais. à Stoneham, faisait des laps, puis je l'ai senti dans le dénivelé. Tu sais, toute la semaine avant, quand j'ai eu cette reprise-là au retour de voyage, au retour de ma saison morte, sur route, j'ai pas senti que dans mes intervalles que c'était plus difficile. J'ai pas senti une perte là. Par contre, quand j'ai fait une boucle de la station en attendant que son demi-Everesting commence, avec un 9 kg, 600 mètres, là, ça allait quand même bien. J'étais avec un ami, on jasait, puis je me rendais pas compte. Puis quand je suis arrivé dans du vertical, dans un centre de ski, Ouais. je me sentais comme la dernière montée à CCC. Je me sentais une Mont-Saint-Anne pendant le Ouais. QMT quand tu as 80 kg dans les jambes. Je me sentais out of shape complètement.
Mais ça revient ces choses-là. Je suis raqué en ce moment comme si j'avais fait une journée de 4000 mètres de dénivelé up and down, puis je suis loin d'avoir fait ça. Là. J'ai fait Ouais. un 1000 mètres qui d'habitude, je le ressens pas, mais ça fait 2 jours, là, les quads, lendemain de course, mais c'est normal. Puis là, encore là, je prends l'exemple sur moi, tu prends l'exemple sur toi. On est nos propres petits laboratoires, puis chaque personne perd des capacités à sa manière, mais c'est un investissement. Ça vaut la peine de perdre, je sais pas, 5-10% de ses capacités s'il y a une récup et que le corps récupère pour vrai. Parce que c'est pas vrai que dans une saison où on aligne plusieurs événements, plusieurs défis, qu'on fait même des séances d'affûtage du taper ou qu'on fait des semaines plus relaxes de récupération, c'est pas vrai qu'on récupère pleinement. Faut Ouais. arrêter à un moment donné. Ouais, puis ça peut être plus que 5 à 10 %. Là. Moi, je suis Ah oui? moi, je suis allée monter de montagne à Boulder, là, puis j'ai l'altitude plus le désentraînement dans le corps, puis c'est sûr que j'étais plus qu'à 5 à 10 %. Mais moi, en quelque sorte, je trouve ça motivant parce que je me dis, tu sais, je suis pas l'athlète que je suis de base, il faut que j'y travaille, tu sais, fait que les résultats, les performances, en fait, c'est moi qui vais les chercher, c'est pas juste quelque chose qui m'est donné gratuitement. Donc, je trouve ça encourageant. En fait, quand ça se fait, je me dis, wow, en fait, je m'étais vraiment entraînée là, pour aller chercher ce que j'ai été capable de faire parce qu'il y a 2 jours, c'est sûr que je ne serais pas arrivée deuxième à l'UTMB, ça, c'est sûr. Ben, c'est ça, puis j'aime ça comment tu le présentes. Il n'y a rien d'acquis, mais ça peut être le fun de voir, de constater le fruit de ces efforts-là parce que on a un sport qui est particulier. Tu sais, je ne sais pas comment toi tu le perçois, mais pour faire des gains sur du très long, sur de l'endurance, sur des efforts comme ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Tu sais, c'est des semaines et des semaines à augmenter le volume d'un petit peu. Chaque semaine, on augmente un peu le volume, on va faire une plus longue sortie, puis c'est sur des années, puis c'est sur plusieurs mois qu'on va voir vraiment la différence. Tu sais, c'est pas du jour au lendemain, je fais 2 grosses semaines d'entraînement, puis la troisième, je viens de doubler mes capacités. Fait que c'est long à acquérir ces compétences-là, cette expérience-là. Puis comme tu dis, c'est le fun de constater que ça se perd. Donc, c'est ça. Il y a eu un fruit d'effort qui s'est fait pour atteindre un certain niveau. Oui, ça se perd, mais on le sait que ça se regagne. Puis, des fois, on dit ça souvent aussi aux gens qui sont plus arrêtés par blessure et non par choix de saison morte. Mhm. Le corps a une mémoire. Tu sais. Quelqu'un qui a des blessures très longues, tu sais, tu peux en parler, tu as eu des longs moments. Peut-être que je me trompe, mais moi, ce que j'ai lu beaucoup, c'est que si tu arrêtes 1 an de temps, oui, tu recommences, puis il faut que tu repartes à la base un programme d'alternance marche-course, mais la vitesse à te rendre à ton premier 10 km va être plus rapide que quand tu as commencé à courir il y a 10 ans, il y a 15 ans, puis tu partais d'aucune course du tout. Le corps a une mémoire, puis j'ai l'impression que dans un cas comme le tien en ce moment, dans un cas d'une saison morte, qu'on arrête un peu plus longtemps, ben, le retour va bien se faire, puis il faut être patient avec soi-même, mais ça va revenir. Le corps se rappelle. Tu sais, si l'année passée, tu as fini deuxième à l'UTMB, tu ne recommenceras pas avec des jambes comme si tu n'avais jamais couru de ta vie. Hein. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais il faut s'en rappeler. Mhm. Qui dit saison morte, dit aussi des fois, oui, la période dont on parle qui est plus courte, quelques semaines arrêtée complètement, mais la reprise après ça, quelqu'un qui n'a pas d'objectif avant mai, juin prochain, ce qui est le cas de la plupart de nos auditeurs, je pense, qui n'ont pas nécessairement de défis hivernaux. Qu'est-ce qu'on fait pendant l'hiver? Est-ce qu'on reprend la course comme si la course était dans un mois? Est-ce qu'on se donne un peu de break? C'est quoi que tu recommandes, toi, à un athlète qui a 6-7 mois devant lui avant un objectif A, mettons? Oui, ben, je pense que ça dépend vraiment que c'est ça, là, à quel moment de la saison va être ton objectif. Là. Moi, souvent, ce que je recommande à mes athlètes, c'est 2 semaines off, puis après ça, on rebuild, mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste du volume de base, on fait juste de la zone 1, on fait au moins 3 mois de zone 1. Je trouve ça super important. Puis on y va très progressif. Donc, c'est pas une question de. Ta première semaine, c'est sûr que tu ne repars pas au niveau que tu étais. Tu repars plutôt comme où est-ce que tu étais peut-être il y a 6 mois. Tu repars tranquillement. Puis, ce n'est pas nécessairement aussi quelque chose qui est une science prédéfinie. C'est comme comment est-ce que tu te sens dans la reprise? Est-ce que tu as le goût? Est-ce que tu veux courir chaque jour? Est-ce que tu veux courir à chaque 2 jours? C'est juste de reprendre graduellement. Puis c'est juste d'avoir des gains, incremental gains à chaque semaine. Donc, c'est pas comme si tu sautes, mettons, tu augmentes de 50% d'une semaine à l'autre, puis la même chose pour la première semaine. Puis, moi, à l'extrême, c'est sûr que moi, là, je recommence vraiment de 8 semaines sans rien. Puis en plus de ça, je suis blessée. Donc, moi, ma première course, juste pour relativiser le tout, là, ça a été 4 fois 1 minute de course, 1 minute de marche. Et puis, les jours après, j'ai fait 5, 6, 7, 8, 9. Et puis, maintenant, je suis rendue à 10 fois 1 minute de course, 1 minute de marche. Donc, évidemment, là, éventuellement, je vais pouvoir sauter dans des 2 minutes, mais c'est juste pour relativiser puis montrer à tout le monde que le retour à la course à pied,
il faut y aller vraiment graduel. Puis pour éviter qu'on se reblesse de nouveau, ben, c'est sûr qu'il ne faut pas sauter d'étape. Chose que j'ai fait dans le passé. Ah, t'as appris de ça. Oui, j'ai appris de ça. Comment va ton moral par rapport à tout ça? Dans le sens où quand on s'est vu à Ricana, ma perception, tu étais sur ce nuage-là de l'UTMB. Il y avait cette inquiétude-là par rapport à la blessure, mais ça venait d'arriver, c'était encore frais. Là, 6 semaines plus tard, à voir comment ça a progressé, à voir cette reprise-là de course en alternance, comment tu te sens? Ben, je me sens bien. C'est sûr que, comme je te dis, les 4 semaines qui ont suivi l'UTMB, j'étais très chargée. En fait, juste d'un point de vue plus social, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Puis j'ai juste profité du moment. Après 4 semaines, c'est drôle parce qu'on dirait que c'est comme mon corps qui m'a parlé en me disant, OK, c'est bien beau tout ça, là, mais tu sais, j'aime quand même ça bouger, moi. Fait que là, c'est comme si là, j'ai voulu vraiment, j'ai comme eu une envie de recommencer à courir, mais je n'étais pas du tout dans un état de faire ça. Euh, donc, à ce moment-là, j'ai essayé de trouver des stratégies pour justement essayer de combler un peu cette envie-là de bouger. Donc, j'ai recommencé à faire beaucoup de vélo. J'ai commencé notamment, ça c'est autant pour mon envie de bouger, mais aussi pour ma récupération à long terme. J'ai commencé à travailler avec Charles Castonguay pour vraiment essayer de régler mes problèmes une fois pour tout. Donc, j'ai commencé à faire vraiment de la musculation à tous les jours. Donc, c'est vraiment le focus que j'ai fait. Donc, puis aussi, je me rappelle que tu sais, oui, j'aimerais ça pouvoir bouger 6 heures par journée comme j'aime faire à la fin de semaine, des choses comme ça, mais c'est pas le moment de l'année pour faire ça. Il faut juste que je me calme puis je trouve d'autres choses à faire. Je suis allée faire du camping avec ma famille. Puis là, évidemment, je suis au Colorado. J'ai voyagé un peu durant ces temps-là. J'en profite pour voir des amis. Euh, et puis là, évidemment, là, je rentre, depuis que je suis au Colorado, je rentre beaucoup plus de yoga. Il y a un studio de yoga que j'adore, puis j'essaie d'en faire le plus possible. Puis ça m'aide beaucoup. Ça m'aide à me recentrer, pas dans le sens spirituel, mais plus dans le sens que je suis capable d'en rentrer plus. Tu sais, c'est que je suis capable de faire et la musculation et du yoga, faire, tu sais, diversifier un peu mes activités. Puis ça, je remarque que ça m'aide beaucoup. Parce que c'est sûr que moi, l'activité physique, ça m'amène beaucoup de bonheur. Puis je le remarque aussi par mon humeur. Donc, c'est ça aussi qui m'a poussée à recommencer à le faire quand tu sais, là, ça faisait beaucoup de social puis beaucoup moins d'activité physique que je faisais là. Fait que tu sens que le yoga vient un peu faire le même effet sur toi, sur ton énergie, sur tes émotions. Tu sais, comme tu dis, qu'une journée, on le sait, là, je veux dire, on court beaucoup, puis la journée de la semaine qu'on ne court pas ou une période qu'on ne court pas, le corps s'habitue à ça, mais la tête surtout, j'ai l'impression, Ouais. s'habitue à ça aussi. Tu sens que le yoga vient combler un peu la même chose que la course? Oui, parce que moi, c'est comme du yoga sportif, donc ça me permet de me défouler en quelque sorte, mais surtout, c'est que ça permet un peu d'éliminer toutes les pensées que j'ai dans ma tête. Là, tu sais, je passe la journée à travailler de 9 à 5. Tu sais, je coach aussi en soirée, donc je trouve ça important. Je trouve ça important d'avoir quelque chose qui me permet d'évacuer un peu là, toutes ces affaires-là, puisque si je fais juste rester tu sais, dans un environnement de travail où je passe de chez moi au travail et vice-versa, ben, je trouve qu'il me manque une certaine chose qui me permet de m'évader puis de prendre soin de moi en quelque sorte. Là, mais c'est un peu niaiseux dit comme ça, mais moi, c'est juste que ça me permet en fait d'évacuer toutes les pensées de ma tête. Puis quand je ressors de là, ben, je me sens juste plus légère en quelque sorte. Ah, c'est cool, c'est intéressant de voir l'effet que ça peut amener, ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui font aussi du yoga. Je pense que c'est Ouais. des activités complémentaires. J'ai l'impression aussi que il y a un lien, tu sais, le trail, il y a ce côté-là aussi de se recentrer sur soi, pas tout le temps. Là, quand on sort en gang et qu'on dit des niaiseries pendant 2 heures dans le bois, c'est peut-être moins un effet qui ressemble au yoga, mais tu sais, partir seul, connecté seul avec sa respiration. Puis j'écoutais hier ou avant-hier Mathieu Blanchard qui était allé au Free Trail podcast de Dylan Bowman, comme toi. D'ailleurs, il parle de, je pense Ouais. qu'on avait joué à un drinking game, chaque fois qu'il dit Marianne, je pense qu'on aurait fini l'épisode un peu amoché. Mais ça pour dire que Mathieu parle beaucoup de ça, de se recentrer sur sa respiration. Puis le Ouais. yoga, c'est au cœur de la pratique. Mais dans la course, il y a ça aussi, cet aspect-là, des fois un peu plus, je vais dire méditatif, parce que ça dépend des personnes, mais centré sur soi, tu sais, de Mhm. connecter puis de sentir comment notre corps réagit à ce qu'on y fait subir, là. Oui, ben en fait, moi, c'est le parallèle que je vois directement. Là, tu sais, c'est pour ça que j'adore courir. En fait, c'est souvent, je pars, puis tu sais, je m'évade, puis j'évade mes pensées aussi. Tu sais, je suis capable de courir pendant des heures, puis pas vraiment passer à grand-chose. J'ai soit de la musique, un podcast ou quoi que ce soit. Puis le yoga, c'est un peu la même chose. C'est que tu es limité à, tu sais, pendant 1 heure, tu es dans la salle, puis c'est ce que tu fais, tu es vraiment dans l'instant présent. Comme moi, je trouve la course à pied. Si tu es en course en montagne,
c'est difficile de. En fait, peut-être que les premiers 5, 10, 15 minutes, tu vas toujours penser à ce qui s'est passé dans la journée. Mais plus une course avance, en fait, plus tu vas t'habituer à te centrer sur toi-même, puis penser à tout ça. Puis moi, c'est ce qui me manquait. Puis je suis contente de pouvoir trouver des façons de continuer à faire ça. Puis il y a eu des moments où, justement, tu sais, je suis pas capable de faire du yoga, ou je n'étais pas capable de courir, puis je suis en montagne, j'étais au Vermont, puis ce que je faisais, c'est que j'allais dehors, puis je faisais mon gym dehors. Donc ça m'aidait aussi à sortir de mon environnement, puis de quand même sentir que je profite et de la nature, puis que je bouge, puis que, tu sais, il y a toujours beaucoup de façons d'être créatif là, quand tu es blessé, puis il y a quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Puis c'est juste, il faut mettre le point sur qu'est-ce que tu manques vraiment. Tu sais, c'est pas nécessairement que c'est la course qui me manque, mais c'est l'action de couper ma course de couper ma journée en deux, par exemple. Ah, c'est intéressant, ça, de se pencher sur qu'est-ce que la course nous apporte, à part nous délier les jambes, mais c'est vrai, il y a ce côté-là. Moi, je le sais, je sais que j'en ai parlé avec plein de gens, puis ça fait écho chez beaucoup de personnes, mais courir le matin, ça te concentre, puis ça te recentre sur tes énergies, puis ça te calme pour le reste de la journée. Moi, je le sais au travail que les journées où j'ai couru le matin, je suis plus zen sur tout. Les mauvaises nouvelles ou les problèmes, je les accueille beaucoup plus avec légèreté, de genre, ben ouais, on va trouver une solution, ça va y aller, versus une journée où j'ai pas couru, comme aujourd'hui, c'était ma journée de congé, puis je l'ai senti au travail que c'est même pas une question que j'avais du gaz puis que je bougeais, c'était juste physiquement, mentalement, tout n'était pas aligné. Une journée que tu cours, tout aligne, ben, comme tu dis, moi, je le sais qu'en saison plus morte, je vais peut-être des fois troquer certaines séances par plus de muscu, mais je vais la faire au même moment dans la journée. J'aime ça, moi, commencer le matin puis c'est fait pour le reste de la journée. Ben, la muscu, c'est moins le fun que la course, à mon sens à moi. Fait que je clenche ça en Ouais. début de journée, mais après ça t'aligne un peu pour le reste de la journée, là. Ouais, moi, c'est le midi, je trouve ça super Ouais. important. Je suis pas capable de faire. J'ai vraiment de la misère à faire un 8 heures continu là, au travail. Là. Il faut vraiment que je trouve quelque chose à faire le midi. Puis le gym, moi, c'est là que je le place souvent. Parlant du gym, je pense que ça fait partie de la off-season. Je pense que je suis probablement pas le seul qui le fait en saison morte ou en tout cas en saison plus basse. L'hiver, l'automne, c'est le bon moment. Moi, je reprends la muscu parce que j'ai toujours un moment dans l'année où je l'abandonne. Quand on tombe dans les grosses semaines de volume, je ne sais pas si c'est le temps ou le manque de motivation. Puis je ne devrais pas, là, je ne vous dis pas de faire ça, au contraire, entraînez-vous 12 mois par année. Mais moi, je le sais que avril, mai, c'est le moment que mon petit programme de muscu de course tombe aux oubliettes. Saison morte, je pense que c'est important. Toi, combien de fois par semaine tu fais ce programme de musculation-là en temps normal? Ben moi, comme je te dis, c'est peut-être exceptionnel là, parce que ben moi, j'ai besoin de faire quelque chose au quotidien. Là. Donc, Ouais. quand j'ai parlé à Charles, j'ai dit, écoute, moi, si je pouvais avoir 2 entraînements par jour, je ferais 2 entraînements de gym par jour. Là, juste, ça me fait du bien. Donc, moi, avec Charles, justement, là, on a un programme que j'ai quelque chose à faire tous les jours. OK. Et puis, évidemment, là, moi, donc, je fais son programme, mettons, une partie de la journée. Puis, en soirée, je ferai quelque chose d'autre, comme notamment, moi, je fais du yoga avec des poids. Donc, c'est ce que j'inclus aussi quand je parle du gym. OK. Mais je pense que le plus important dans le gym, c'est pas nécessairement la fréquence à laquelle tu le fais, mais c'est plus la constance. Donc, c'est se dire que si, mettons, pendant le off-season, puis la saison jusqu'en janvier, tu te dis que le gym, c'est un focus, mais réalistiquement, dis-toi, OK, combien de fois semaine est-ce que je peux le faire? Comme ça, tu ne l'abandonnes pas. Si tu donnes un objectif trop sévère, puis tu dis, chaque jour, je vais aller à la salle de muscu parce que j'ai entendu dire que cette personne-ci faisait ça, ben, si tu le fais pas, puis tu te décourages, puis tu n'en fais pas du tout, ben, tu n'es vraiment pas mieux que si tu te dis, OK, oui, 2 fois par semaine, je vais le faire. Puis déjà là, c'est beaucoup, là, c'est juste de se dire, quelle fréquence qui fonctionne avec ton horaire, puis rentre-le justement dans ton horaire pour que ce soit facile, puis que tu continues à en faire. Donc, ce n'est pas nécessairement un nombre de fois par semaine, mais c'est plutôt t'assurer que de façon constante, jusqu'aux fêtes, par exemple, mais tu fais des séances de muscu qui vont t'aider à aller chercher le gain supplémentaire parce que potentiellement, évidemment, pas dès janvier, mais peut-être plus tard dans l'année, tu le feras pas. Ah, c'est ça, exact. Puis on le sait, on le lit, je veux dire, c'est instrumental dans la prévention des blessures. Je veux dire,
la science le prouve, mais les histoires le prouvent aussi. Puis ceux qu'on entend souvent parler, les bandelettes qui sont têtes, mais c'est quoi souvent la cause de ça? Ben, c'est un grand puis un moyen fessier qui s'est relâché un peu, que tu n'utilises pas assez dans ta course. Ben, ça se travaille en musculation. Puis sachant, chacun a ses petites blessures. Moi, je le sais que c'est ça mon angle mort, mais chaque personne a eu ses petites blessures. Puis c'est quoi le genre de blessures d'usure qui vont revenir, que ce soit les fasciites plantaires. Ben, tu peux travailler sur ces affaires-là qui sont arrivées dans ton année en musculation. Moi, je le vois comme une seule chose. La musculation, le programme que je fais en 15 minutes, c'est une affaire rapide avec poids de corps. Ben, je vais aller travailler, je vais aller faire les étirements de physio qui m'ont servi quand je me suis blessé pour faire travailler ces choses-là. Fait que c'est mi-muscu, mi-étirement, mi-travail musculaire pour supporter des choses qui ont tendance. On les connaît tous, nos angles morts, mais c'est le temps de le travailler en saison plus basse. Puis si c'est un facteur temps qui vous manque, ben en novembre, décembre, janvier, si ton prochain événement il est au mois de juin, tu peux troquer une séance de course par semaine par une séance de muscu. Ça va probablement être plus payant pour toi rendu en juin, juillet, août, dans tes grosses semaines de volume, d'avoir 6 mois plus tôt laissé faire un 5-10 km que tu faisais, puis d'avoir fait à la place un 30-45 minutes de séance de prévention, de musculation. Bref, chacun a sa façon de faire, mais c'est le temps de travailler sur ses blessures. C'est pas l'affaire la plus fun à faire, mais il faut le faire parce que on a du fun à courir, puis quand on est sur le carreau, ben c'est là que c'est plate, puis c'est pas une question de faire des courses. Des fois, c'est juste, qu'on disait tantôt, ce que ça nous procure de pouvoir sortir le midi, le matin, peu importe quand. Oui. Mais il y a des façons de rendre ça plus excitant. Là. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que c'est super débutant comme genre comme recommandation, mais moi, je me mets une émission de Netflix, puis je me dis, bon, j'ai 45 minutes, puis tout le long de l'émission, je fais quelque chose. Ça peut être aussi petit que la mobilité pour les chevilles, que mon entraînement de musculation, mais c'est juste que tu es vraiment capable de déconnecter de la réalité, puis après ça, tu reviens, puis tu es capable de travailler plus sérieusement. Moi, c'est mon truc à moi pour me motiver souvent là, à faire la muscu. C'est le temps de faire du rattrapage Netflix. J'aime ça. Ça fait 2 épisodes consécutifs qu'on parle de Netflix. Francis Picard le disait. Je ne sais pas si tu as vu la citation, je l'ai postée aujourd'hui. L'épisode paraît demain au moment qu'on enregistre, mais le temps que tu passes sur Netflix, moi, je le passe à m'entraîner. J'aimais ça. Parce qu'il y a souvent cette question-là qui revient de comment vous faites pour vous entraîner comme ça, ces durées-là. Puis tu te dis, ben, mettons, moi, une semaine normale, je vais réussir à faire au moins une dizaine d'heures d'entraînement. Combien de personnes passent une dizaine d'heures devant la télévision? Au final, c'est pas une question de temps. Après ça, c'est sûr qu'il y a plein d'autres facteurs, mais le côté temps, il se trouve dans une semaine. J'ai réussi même des fois à squeezer du Netflix à travers un 12 heures de course dans une semaine, mais j'aime l'idée de la musculation devant Netflix. Ça permet de faire du rattrapage. Moi, c'est drôle par rapport à la citation qu'il a dit là, que les gens lui demandent où est-ce qu'il trouve le temps. Moi, c'est drôle parce que dans mes semaines où je n'ai pas couru puis je ne me suis pas entraînée, je me suis demandé moi-même où est-ce que je trouvais le temps pour m'entraîner habituellement. Fait que, en fait, ce que ça m'a montré, c'est juste que si c'est ta priorité, tu vas trouver le temps. Donc, c'est une idée. Puis évidemment, il y a des bémols à tout ça. Je comprends qu'il y en a qui ont des familles, puis je comprends qu'il y en a qui ont des travails plus exigeants. Mais mon point à moi pour ma réalité, c'est plutôt le fait que si c'est ta priorité, tu vas trouver le temps, puis tu vas faire en sorte que tu vas dire non à plus d'autres choses versus, en fait, tu vas prioriser ton entraînement versus autre chose. C'est juste ça que ça m'a montré. Exactement. On trouve toujours le temps quand c'est de quoi qu'on aime. Ouais. Western States, c'est écoute, je ne sais même pas faire le calcul, 9 mois. C'est un long processus d'ici là. C'est ton prochain gros objectif A, je comprends. Oui, je suis inscrite au marathon de Boston, donc un gros objectif pour l'année 2023. OK, intéressant. Suite à ton temps à Toronto l'année passée? Oui, ben en fait, histoire courte, c'est que mon frère et mon meilleur ami aussi se sont qualifiés pour Boston. Cool. Donc, on s'est dit, ben, ils étaient plus comme, on ne sait pas quand est-ce qu'on va refaire un temps qualificatif. Et puis, on s'est dit, on va le faire tous ensemble. Puis, en même temps, moi, je me suis dit, ça va être un entraînement parfait pour la Western States. C'est sûr que si je me réaligne sur une ligne de départ pour plus de vitesse, là, donc, mois d'avril aussi, ça me donne assez de temps pour récupérer. Donc, évidemment, tout peut changer, mais pour le moment, je suis inscrite au marathon de Boston. Intéressant. Boston pour se préparer à Western, c'est pas pire comme montée en puissance vers l'objectif A. Oui, c'est ça. Dans ton quotidien en ce moment, tu ressors d'une grosse saison où tu as aligné 2 gigantesques courses avec toute la tension médiatique qui vient, puis le bruit autour de ça. Ça crée quand même, je
pas dire une dépendance, mais tu sais, si tu as vécu des gros highs, puis Arikana, tu sais, tu étais partout, puis je pense que les gens te parlaient beaucoup et tout. Ça a été spécial de retomber dans un quotidien tout simple où tu n'as pas de course avant 9 mois, de retomber dans quelque chose qui est un peu plus, ben, je ne vais pas dire normal, je veux dire, c'était tout à fait normal ce qui se passait, mais plus Ouais. calme, disons. Euh, je dirais pas que ça a été simple, mais en fait, non, ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est juste important qu'il y ait toujours quelque chose qui se passe. C'est peu Ouais. importe si je suis en récupération ou si je suis à un événement puis c'est énorme. Moi, c'est juste que mon quotidien soit rempli. Mhm. Puis moi, je trouve vraiment toujours une façon de remplir mon quotidien. Là. Je suis vraiment pas quelqu'un qui va juste se tourner les pouces sur mon sofa. Donc, peu importe si c'est dans la grandeur de UTMB, UTHC ou peu importe, moi, à la fin de semaine, c'est sûr que je fais quelque chose. Mes journées sont super remplies. Donc, j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment de moment où j'ai l'impression que je suis dans un down ou quoi que ce soit. Puis c'est par choix. Je comprends que c'est pas tout le monde qui veut vivre leur vie comme ça à aussi haute intensité, mais moi, ça m'allume. Puis c'est ce qui me passionne, c'est de faire en sorte que je peux faire beaucoup de choses, puis que je rencontre beaucoup de gens. Puis je continue de le faire. Après Arikana, je suis allée à San Francisco. Là, après ça, je suis allée avec ma famille au Vermont, puis là, je suis à Boulder. Ça bouge beaucoup, puis c'est pas. Pour moi, je trouve qu'il y a toujours des bonheurs à retrouver au quotidien, peu importe si c'est dans la grosseur de l'UTMB ou dans le simple fait de pouvoir aller à un cours de yoga. Pour moi, ça m'amène beaucoup de joie. Puis c'est mes décisions, c'est moi qui décide de vouloir faire ça parce que j'aime ça. Puis non, donc je dirais pas que j'ai trouvé ça. Difficile, mais c'est sûr que ça me motive pour le futur, là, de savoir que, en fait, ma grosse saison m'a juste amené encore plus de motivation pour le futur. Puis c'est là-dessus que je me retiens. Là, je prends le temps. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça. Je suis vraiment pas quelqu'un qui est super organisé ou liste et tout ça, mais une chose qui est drôle que je fais, qui est peut-être la chose la plus structurée que je fais, c'est que moi, j'aime ça beaucoup écrire mes objectifs ou les choses sur lesquelles je travaille. Puis j'ai passé beaucoup de temps à faire ça dans les dernières semaines. Puis comme ça, c'est prouvé scientifiquement que quand tu écris tes objectifs puis que tu écris ce sur quoi tu veux travailler, ben c'est comme si tu le rends un peu réalité. De la même façon que certaines personnes vont plutôt le dire, ben moi, j'aime ça l'écrire. Puis je trouve ça cool parce qu'après ça, tu peux retourner des années en arrière et te dire, en 2017, j'avais des objectifs qui sont très semblables à ce que j'ai été capable de faire en 2022. Donc, c'est cool de pouvoir retourner puis voir ça. Donc, j'utilise vraiment ces semaines-là un peu plus down pour travailler là-dessus. Puis comme je dis en anglais, c'est juste build the stoke. Là. C'est juste que j'utilise ces semaines-là pour encourager un peu mon enthousiasme pour le futur. Tranquillement souffler sur la braise ou en tout cas remettre des bûches pour que j'ai l'impression que le feu s'est jamais éteint à t'écouter, là, c'est tout le temps en continu, mais de remplir la fournaise avec des bûches puis repartir pour la prochaine année, c'est super intéressant. Écoute, j'ai l'impression que cet épisode-là va faire œuvre utile. Des fois, le podcast, on se dit c'est juste des jasettes puis les gens retirent certaines affaires, mais là, c'était très in your face, on vous donne des conseils. Fait que là, les gens qui écoutent, j'espère que vous allez vous faire des listes, cibler vos objectifs l'année prochaine, faire de la musculation, vous permettre de prendre ça cool, de prendre des semaines plus relax, de reprendre tranquillement. J'ai aimé tantôt le 3 mois de zone 1. On a beaucoup focusé sur le 2-3 semaines plus arrêt complet, mais le 3 mois zone 1, c'est important, ça aussi. Puis moi, je répète, je te vole cette expression-là depuis que tu l'as dit ici à ce micro-là, mais vagabonder, moi, le 3 semaines post-Arikana, ça a été ça. Je cours quand je veux, puis je vois vagabonder. J'utilisais le terme de juste tu pars, puis il n'y a aucun objectif de temps, de kilomètres, de vitesse. C'est juste tu te promènes, puis c'est ça notre sport qui est le fun. Là. Ouais. J'ai essayé de vagabonder en vélo, puis le feeling n'est pas le même. Mais ça va plus vite un peu à la course. Ouais, quand ça tu es va en mode vagabond, tu te promènes, puis tu as le temps de regarder les choses, mais en vélo, c'est sûr que même quand tu vas à basse vitesse, tu es quand même rapide, c'est dur Ouais. de... J'ai pas réussi à aller chercher la satisfaction de vagabonder à vélo autant que la satisfaction de vagabonder à course à pied. Écoute, je te souhaite pour les prochaines semaines de pouvoir retrouver ce vagabondage-là. Je sais que tu as un cours de yoga qui s'en vient. De toute façon, on s'était dit en route vers Western, il faut que ce soit des courts épisodes que les gens peuvent. Short and sweet, concis, mais intéressant. Je pense que c'est le cas pour aujourd'hui. On va se reparler très bientôt. On s'en est pas reparlé depuis qu'on avait mis un X dans un calendrier, mais ça se peut que cette prochaine discussion-là se fasse en face à face. Oui. C'est toujours bon, c'est dans mon calendrier. Ben, parfait, parce que j'attendais de voir, parce qu'on va pouvoir même
faire un mini tirage là maintenant. Parce que là, on va faire un épisode devant le public. Ceux qui se rappellent, l'épisode 100 et 101, pour célébrer ce centième-là, j'avais fait un épisode au Faux Mouvement à Québec. Depuis mon partenariat avec Noctem, dans les discussions qu'on a eues dès qu'ils m'ont approché, c'était oui, la bière dans les épisodes, mais viens enregistrer chez nous. Ils ont un setup vraiment intéressant. Et le dimanche 20 novembre prochain, on va faire ça. Je ne dirai pas l'adresse exacte parce que ce n'est pas dans la microbrasserie que tout le monde connaît en Basse-Ville. C'est dans un de leurs locales ailleurs. Mais on va faire quelque chose de vraiment trippant avec des gens du public qui vont être là. Et Marianne, tu seras présente à cet épisode-là, à cet enregistrement-là. On va en faire une coupe. Je pense qu'on va profiter du fait qu'on s'installe. On va profiter du fait que les gens sont là et que la bière est bonne pour enregistrer une coupe d'affaires. J'ai déjà les invités qui sont prévus pour cet épisode-là. Ça va être trippant. La dernière fois, c'était des gens qui étaient invités directement, puis il y avait eu quelques concours dans certains épisodes. Là, j'ai le goût qu'on donne 2 paires de billets aléatoirement comme ça parmi les gens qui écoutent l'épisode, qui sont rendus jusqu'ici. Ça va être simple. Vous allez écouter l'épisode, vous allez faire « Hey, ça me tente, j'habite à Québec. » Bien sûr, il faut être dimanche 20 novembre, il faut être dans le coin de Québec. C'est déjà ça. Si ça vous tente, écrivez-moi Messenger, que ce soit sur l'Instagram de Pas Sorti du Bois ou la page Facebook de Pas Sorti du Bois. Allez les liker, tant qu'à se rendre là, faites un petit pouce j'aime. Et ensuite, écrivez-moi le dénivelé exact de l'édition 2022 de la Western States. Le dénivelé positif exact. Il va falloir faire des recherches parce que c'est un chiffre. Moi, je ne connais pas la réponse. Et voilà, mais il faut le faire travailler un peu, Marianne. Je veux dire, on n'a pas 1000 places là-bas. Là, fait que les gens qui sont là, il faut que ce soit des gens qui ont travaillé pour ça. Donc, voilà. Marianne, on checkera la réponse, on trouvera l'endroit c'est quoi la bonne affaire. Tu me le diras en même temps. pour que je m'entraîne pour l'année prochaine. Fait que les 2 premières personnes qui vont m'écrire le dénivelé exact et qui auront la bonne réponse, je vais vous donner 2 places chacun. Fait que 2 paires de billets à gagner pour cet enregistrement-là. Pour la suite, je n'ai même pas encore décidé comment ces places-là vont être distribuées. Je pense que ça va être comme ça, dans les épisodes, un peu à la bonne franquette. J'ai le goût de récompenser les auditeurs. Là. Je ne suis pas là pour... Est-ce que tu sais, il peut y avoir combien de spectateurs? Écoute, au moment qu'on enregistre, je ne l'ai pas encore visité. Okay. Je sais qu'on le fait là. J'ai vu les photos, mais je vais le visiter dans 2 jours. Juste pour, en fait, j'ai vu la place, ça va être parfait pour l'enregistrement. C'est juste de décider combien de places je peux ouvrir. C'est vraiment juste ça. C'est pourquoi j'y vais dans 2 jours pour analyser ça. Mais je peux au moins, les 4 premières places, on peut les combler comme ça. Fait que 20 novembre, mettez ça sur votre calendrier, ceux de Québec. On va faire de quoi de cool. Je pense que ça va être un beau trip la fois au Faux Mouvement, juste parce que c'est de connecter avec les gens. Puis, tu sais, le podcast à distance, ça fait le travail, c'est le fun, ça amène des belles discussions. En vrai, il y a aussi de quoi de le fun, mais là, en vrai, que les gens qui réagissent, c'est magique ce qui se passe. Fait que voilà, on va faire ça le dimanche 20 novembre. Tu seras là, puis je ne vais pas dévoiler le reste du line-up, mais il va y avoir des beaux et des belles invités qui vont venir jaser de course en sentier et de tout ça. Fait que mettez ça à votre calendrier, ceux qui sont intéressés, puis écoutez religieusement pour découvrir les façons de trouver les billets. Merci, Marianne. Bien, merci à toi. C'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir de partager une bière, qu'elle soit alcoolisée ou pas, parce qu'il y a du yoga après ou pas. Puis on se dit, aux gens qui écoutent, on se dit à la semaine prochaine. Puis à toi, Marianne, on se dit au mois prochain pour un prochain En route vers Western States avec Marianne. Cheers tout le monde. Bye. Cheers.